Et toi, devant ton écran. Ceci est pour t'inciter à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo en cliquant sur ce joli pouce bleu, puis à partager un max avec tout le monde. Salut, c'est Gaëlle Daydream, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, une excellente fin de semaine et que tout va pour le mieux dans vos vies. La dernière fois, je vous ai un petit peu spoil sur la vidéo de cette semaine en vous disant que c'est une vidéo tirée d'une histoire, vidéo qui est tirée d'un film qui s'est basé sur une histoire vraie et je vous mentais pas, c'est vraiment ça. Puis, honnêtement, pour cette histoire, je ne vais rien dire de plus que c'est une histoire vraie de survie, de disparition et d'espoir. Une vraie leçon de vie à la sauce horrifique, quoi. Vous êtes prêts? Allons-y. L'histoire que je m'apprête à décortiquer aujourd'hui est la vraie histoire derrière le film Jungle qui était sorti en 2017 et qui a mêlé une histoire de survie pour le moins héroïque et une disparition vraiment mystérieuse. Le film est basé sur le livre de Yossi Ghinsberg qui porte le nom de Jungle, une histoire vraie et déchirante d'aventure, de danger et de survie, où Yossi raconte en fait son propre voyage dans la forêt amazonienne en 1981. Voyage au bout duquel 2 hommes survivront et 2 autres seront perdus à jamais dans la forêt tropicale bolivienne. Je vous préviens, la véritable histoire derrière le film est à la fois choquante et quasi héroïque, à un point tel que Yossi lui-même a déclaré « Je dois vous dire que les films dépassent généralement la réalité. Ce film en est loin. Tout ce que vous y voyez est à plus petite échelle que ce qui s'est réellement passé. » Ayant moi-même lu l'histoire et regardé le film, je ne peux que vous le confirmer. Et en fait, même mon condensé aujourd'hui, je pense qu'il est encore à plus petite échelle que ce qui s'est réellement passé. Bref, je pense que vous attendez sûrement la suite avec impatience, alors je ne fais pas plus long et entrons dans le vif du sujet, quoi. Déjà, pour situer temporellement les faits, on est en novembre 1981. Yossi Ghinsberg avait à l'époque 22 ans. Il venait de terminer sa formation militaire après avoir servi 3 ans dans la marine israélienne. Il était naïf, avide d'aventure et voulait explorer le monde. Mais avant de continuer sur cette lancée, il faut comprendre les motivations de Yossi. Qu'est-ce qui l'a entraîné à aller dans la forêt bolivienne? Et pour ça, il faut savoir que Yossi était un grand fan d'Henri Charrière, qui est un écrivain français condamné pour meurtre par la justice française, et qui a toujours nié sa culpabilité en fait. Charrière a écrit un roman intitulé Papillon, une sorte d'autobiographie racontant son incarcération et son évasion d'une colonie pénitentiaire en Guyane française sur l'île du Diable. Yossi a été très inspiré par le récit de Charrière et dans les années 70, il est devenu très déterminé à retrouver Charrière et a demandé sa bénédiction pour suivre ses traces en voyageant dans la forêt amazonienne. Yossi Ghinsberg, qui, rappelons-le, voyageait déjà beaucoup, était parti d'un voyage d'Afrique vers le Mexique où il a fait plusieurs petits emplois pour économiser de l'argent pour son grand trip en Amérique du Sud. Mais au moment où il a finalement économisé assez d'argent pour pouvoir se lancer, Henri Charrière était déjà décédé depuis le 29 juillet 1973. Et les tribus autochtones que Yossi voulait tant découvrir étaient rendues civilisées. En sentant qu'arriver là, une grande partie de ce que Yossi voulait accomplir en Amazonie n'est plus faisable. Plus de charrières, plus d'autochtones réellement autochtones, genre des tribus vivant vraiment à l'ancienne, il n'y en a quasiment plus. Mais c'est trop peu pour démoraliser Yossi Ghinsberg, qui, à la fin de l'année 1981, a fait de l'autostop du Venezuela jusqu'en Colombie, puis jusqu'en Bolivie. Là, il a rencontré Marcus Tam, qui était originaire de Schaffhaus en Suisse,
et les deux sont devenus de très bons amis. Marcus était enseignant dans une école primaire à Dorflingen, j'espère que je l'ai bien prononcé, et était bien connu comme champion de tennis multirégional en Suisse. À l'époque où il avait rencontré Yossi, il était en sabbatique et il venait de rompre avec sa petite amie de longue date qui avait fait le voyage avec lui jusqu'en Amérique du Sud. Yossi et Marcus ont fait le voyage ensemble jusqu'à La Paz en Bolivie. Petite info concernant La Paz, elle est connue pour être la capitale la plus haute du monde puisqu'elle se situe à 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer. En Bolivie, Yossi a aussi fait la connaissance de Kevin Gale, mais on y reviendra plus tard. Maintenant, revenons à La Paz. À La Paz, Yossi et Marcus ont rencontré Karl Rupprechter, un Autrichien qui prétendait être géologue. Je dis bien prétendait, retenez bien cette information, car on y reviendra un petit peu plus tard. Karl a dit à Yossi qu'il prévoyait faire une expédition dans l'Amazonie bolivienne inexplorée à la recherche d'or dans un village indigène reculé de Tacana. Rupprechter leur a raconté qu'il avait visité un ancien village indigène caché au plus profond de la forêt tropicale bolivienne. Ce village, selon lui, était habité par une tribu indigène qui avait vu peu d'hommes blancs au cours de sa vie. Karl a agrémenté son récit par des histoires intrigantes d'or et de richesse. À ce stade, Yossi et Marcus avaient complètement adhéré à l'idée de suivre Karl dans son expédition. Yossi ne s'est pas arrêté là, mais il a aussi contacté Kevin Gale. Nous y voilà, qui est un photographe américain de l'Oregon que lui et Marcus avaient rencontré lors de leur voyage. Yossi a réussi à le persuader de les rejoindre pour cette expédition. Lorsqu'il a été contacté par Yossi, Kevin était sur le point de rentrer aux États-Unis pour passer Thanksgiving avec ses parents. Mais il a décalé son retour pour Noël pour pouvoir participer à cette incroyable aventure amazonienne. Maintenant, nous avons toute l'équipe au complet avec Yossi, Marcus, Kevin et Karl qui, rappelons-le, étaient supposés être leur guide d'expédition. Les 4 hommes ont donc pris l'avion de La Paz jusqu'à Apollo, une petite commune bolivienne, et de là, ils ont voyagé par voie terrestre jusqu'à la rivière Tuichi, puis jusqu'à un petit village appelé Azariamas, situé au confluent des rivières Tuichi et Azariamas. Ensuite, notre groupe de joyeux lurons, jusque-là, a commencé à remonter la rivière Azariamas et s'apprêtait à traverser les montagnes en route vers l'Eldorado décrit par Karl Rupprechter. Encore, selon les recommandations de Karl, ils ont emballé quelques provisions qui consistaient en du riz, des haricots et du sel. Ensuite, avec Karl en tête, ils se sont enfoncés dans la jungle bolivienne. Vu qu'ils étaient dans une jungle, les animaux les entouraient de toutes parts. Il y avait des oiseaux, des singes, des araignées, des serpents et des insectes de toutes sortes. Et Karl comptait bien les nourrir en protéines en tuant des animaux sauvages. Yossi raconte que lorsque Karl a tué un singe, c'était horrible, qu'il parvenait à voir un genre de sauvagerie effrayante dans ses yeux. Les 4 hommes se sont donc enfoncés dans la jungle sur plusieurs jours, jusqu'à ce qu'ils commencent à manquer de provisions. En effet, en faisant leurs provisions, Yossi, Marcus et Kevin s'attendaient à atteindre leur destination plus rapidement que ça. Finalement, à court de provisions, ils ont dû manger des singes chassés par Karl. Marcus, qui refusait de consommer les animaux sauvages chassés par Karl, a fini par s'affaiblir physiquement. Mais pas que, car malheureusement, Marcus a aussi développé une infection fongique au niveau des pieds. Cette infection, qui est communément appelée le pied des tranchées ou de l'anglais trench foot, est une infection ulcéro-nécrotique qui s'est fait connaître durant la Première Guerre mondiale en se répandant dans les tranchées. Merci Wikipédia. Avec cette infection au pied, Marcus ne pouvait plus suivre le reste du groupe. Et une semaine après, il a bien annoncé à ses compagnons qu'il souffrait énormément, mais ils ne l'ont pas cru car il avait l'habitude de se plaindre pour tout et n'importe quoi. Et donc, ses compagnons se sont dit qu'il devait sûrement exagérer comme d'habitude. Mais pour une fois, ils auraient dû le croire. Yossi a raconté que le groupe avait constamment faim et qu'il marchait de longues journées sans avoir rien à manger.
Il dit qu'ils avaient tellement faim qu'ils s'étaient mis à chasser et à manger des singes, et qu'ils seraient sûrement devenus cannibales s'ils avaient trouvé de la chair humaine. Mot pour mot, Yossi disait « Quand vous avez faim, rien n'est dégoûtant ». Ne trouvant pas ce village reculé, et avec Marcus qui était arrivé à un point de ne plus pouvoir marcher du tout, les 4 hommes ont décidé d'abandonner leur voyage et de retourner au village d'Azariamas. Kevin et Yossi étaient extrêmement en colère contre Marcus et ils l'avaient blâmé pour l'échec de leur expédition. Ils pensaient que s'ils n'avaient pas refusé de manger des animaux sauvages, ils n'auraient pas été affaiblis et vulnérables et ne les auraient pas obligés à abandonner leurs rêves. Bref, malgré cette amertume, ils ont rebroussé chemin jusqu'à la rivière Tuichi, puis jusqu'au village d'Azariamas. Là, Karl leur a fait part de son nouveau plan qui est de descendre la rivière Tuichi en radeau jusqu'à une petite carrière d'or appelée Kuriplaya. Cette carrière se trouvait sur le lit de la rivière. De là, ils continueraient en aval jusqu'à Rurrenabaque, qui est près de la rivière Bent, puis retourneraient à la base. Je vais juste faire une petite pause ici pour dire que tu suis un homme une fois qui te dit qu'il a trouvé un village plein d'or et il te fait errer pendant plusieurs jours dans une forêt sans résultat. T'es un peu timbré de suivre ses recommandations une deuxième fois, non? Comme on dit, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ouf. En tout cas, c'est dit, il fallait que ça sorte avant que je continue, quoi, parce que c'est ça, je trouvais ça trop bizarre. Déjà qu'ils le suivent, il les fait tourner quasiment en rang, puis ils trouvent rien, puis là, ils suivent encore ses recommandations. À quel point est-ce que t'as pas le choix que de le suivre? C'est ce que je me demande, en fait. Bref, revenons. Donc, vu mon petit coup de gueule, vous imaginez bien que les 3 hommes ont accepté le plan de Karl. Et avec l'aide des villageois, ils ont construit le radeau et se sont dirigés vers l'aval de la rivière jusqu'à arriver au confluent des 2 rivières, Tuichi et Ipurama. Là, Karl Reprechter, oui, encore lui, leur parle des rapides du canyon de San Pedro et leur annonce qu'ils sont impossibles à traverser avec un radeau. Il leur a également révélé qu'il ne savait pas nager et a refusé de continuer à naviguer. Yossi se rappelle que déjà durant la première navigation sur le radeau, Karl s'était disputé avec Kevin et Marcus concernant la navigation alors que clairement ils ne connaissaient rien au rafting. Il se rappelle qu'à ce stade de leur voyage, il n'y avait plus aucune coopération, même plus aucune amitié entre eux, et que leur voyage s'était clairement transformé en cauchemar. Que Karl ne souhaitait plus continuer sur le radeau, Kevin Gale et Yossi Ginsberg ont décidé de continuer à descendre la rivière en rafting jusqu'à Rurrenabaque, alors que Karl Reprechter et Marcus Tam allaient de leur côté remonter à pied la rivière Ipurama jusqu'au village Ipurama qui se situe à la source de la rivière, et de là revenir à Apollo. Les 4 hommes ont donc convenu de se rencontrer avant Noël à La Paz. Karl a bien voulu convaincre Kevin et aussi de l'accompagner en leur disant que leur plan était suicidaire et qu'il était plus sécuritaire de marcher, mais Kevin était catégorique. Lui et Yossi devraient continuer leur rafting, marcher autour des chutes de San Pedro, construire un autre radeau, puis continuer leur voyage sur la rivière jusqu'à La Paz. Et en fait, leur plan c'était que comme ça, ils auraient plus de chances de rencontrer peut-être des tribus indigènes. À la base, Yossi voulait aller avec Karl et Marcus, mais vu qu'il s'était lié d'amitié avec Kevin, il a décidé de le rejoindre sur le radeau pour ne pas le laisser tout seul. Yossi était inquiet car il voulait que le groupe continue ensemble et Marcus était clairement contrarié d'être laissé tout seul à pied avec Karl. Se diviser dans la jungle n'est jamais une bonne idée. La preuve en est, c'est que théoriquement, il aurait fallu à Karl et à Marcus une semaine pour atteindre la base. Mais ils n'ont jamais été revus depuis. Revenons à Kevin et Yossi. Maintenant, ils sont à 2 sur le radeau. Ils approchaient de la cascade du canyon de San Pedro lorsqu'ils ont perdu le contrôle du radeau dans les rapides déchaînés.
Les deux hommes étaient allongés sur le radeau lorsqu'ils ont été surpris par l'eau vive des rapides. Puis, il n'a pas fallu longtemps pour que leur radeau s'écrase contre un gros rocher. Ils ont été projetés du radeau. Kevin a été secouru par des pêcheurs locaux après avoir été bloqué pendant 5 jours flottant sur une bûche dans la rivière. Mais Yossi a flotté le long de la rivière puis dans la cascade. Yossi s'est battu avec acharnement pour rester à flot jusqu'à temps que l'eau se calme. Il a ensuite nagé jusqu'au rivage pour se rendre compte, horrifié, qu'il était affamé, épuisé et livré à lui-même, tout seul dans la jungle bolivienne. Heureusement pour lui, il a retrouvé son sac qui contenait un kit de survie. Kit qui va s'avérer essentiel pour le maintenir en vie dans la jungle. Pour Kevin, après avoir été secouru, il est retourné à La Paz et s'est rendu au consulat israélien et autrichien pour demander leur aide à la préparation de missions de sauvetage des hommes disparus. Ici, Kevin a reçu sa douche froide car il a été informé par les autorités autrichiennes que Karl était un criminel recherché par Interpol et qu'il n'était pas du tout un géologue. Pour connaître le pourquoi du comment, vous allez devoir attendre un tout petit peu car maintenant, je dois vous raconter ce qui est arrivé à Yossi. Après avoir échoué au bord de la rivière, Yossi a passé les 3 semaines suivantes sans provisions et presque aucun équipement, complètement perdu dans la jungle. Dès la première semaine, il a rapidement manqué de riz. Riz qu'il avait retrouvé dans son sac qui contenait le kit de survie. Alors, pour survivre, il a parfois trouvé des baies et des fruits, il a cherché des œufs dans les nids et a même attendu qu'un singe tombe d'un arbre pour pouvoir le manger. Il a fait face à des attaques de sangliers, à la menace constante des serpents venimeux et des morsures de termites. Et lors de sa 6e nuit seul dans la jungle, il a été confronté à un jaguar affamé. Je reviendrai sur cette histoire dans un petit instant. D'ailleurs, Yossi raconte que les nuits étaient sans aucun doute ce qu'il y avait de pire, qu'au fur et à mesure que l'obscurité s'installait, tous les bruits émergeaient. Les cris et les rugissements, les aboiements et les appels, et des choses commençaient à bouger autour de lui. C'était tout simplement écrasant, surtout qu'il n'avait ni feu ni arme pour se protéger. Yossi est catégorique que sans sa capacité à rêver, il se serait consumé pendant ces nuits d'horreur. Pour revenir à cette fameuse 6e nuit, Yossi a été réveillé par un bruissement et a ouvert les yeux pour se retrouver face à face avec un jaguar. Il a attrapé une boîte d'anti-moustiques et un briquet et a improvisé un lance-flamme, ce qui a fait fuir l'animal. Mais selon lui, et je pense que là, il a tout à fait raison, la pire expérience de toutes était de voir la chair et la peau de ses pieds partir en lambeaux alors qu'il errait jour après jour dans la jungle, en direction de ce qu'il espérait être la colonie la plus proche. Ses pieds étaient devenus si infectés qu'il n'avait plus de peau au niveau de la plante, juste des moignons charnus et sanglants. Yossi raconte que ses pieds lui faisaient tellement mal qu'un jour il s'était traîné jusqu'à un arbre infesté de fourmis de feu et a secoué les branches sur sa tête. Les vagues de douleur et d'adrénaline provoquées par les morsures des fourmis ont réussi à le distraire de ses pieds. Mais ce n'était pas tout. Durant son périple, il a également découvert des vers incrustés sous sa peau et s'est même empalé le rectum sur un bâton cassé après avoir glissé sur une pente boueuse. Un matin, Yossi s'est réveillé avec des douleurs atroces dans tout le corps pour se rendre compte qu'il avait passé la nuit dans une termitière. Au 17e jour de son calvaire, un avion a survolé sa position, mais personne ne l'a vu, car la canopée de la jungle était tellement dense qu'il était impossible de voir une personne au sol. Il se souvient avoir été brisé par la vue de cet avion le survoler. Il raconte que cette vague d'espoir était ce qu'il y avait de pire
à cet instant T. À ce moment, Yossi sanglotait dans la boue et envisageait même de se suicider quand il a levé les yeux et a vu une jeune fille. Pendant 2 jours, il a eu la compagnie de cette fille. Pour lui, son apparition tenait du miracle, car cette fille est apparue juste au moment où il avait craqué et semblait abandonner tout espoir. Yossi parlait à la fille tout le temps, mais celle-ci ne lui répondait jamais. Il a même construit un camp pour eux deux et lui a fait de l'espace pour qu'elle puisse dormir à ses côtés. Mais une nuit, la fille a disparu. Cette nuit-là, il essayait de la serrer dans ses bras quand il a réalisé qu'il n'y avait personne. Il a alors paniqué parce que, pour lui, si elle n'existait pas, ça voulait dire qu'il était devenu fou. Cette nuit-là, Yossi était très effrayé. Mais avec le recul, il pense que peut-être son subconscient a décidé de la retirer de son environnement. Yossi croit que la fille lui a certainement sauvé la vie car elle avait besoin de lui. Pour répéter ces mots, il disait « C'est quelque chose de très profond dans la nature humaine. Nous faisons plus pour sauver la vie de quelqu'un d'autre que pour sauver la nôtre. Parce que je n'y arrivais pas et que je sentais que c'en était fini pour moi, elle est apparue et j'ai soudainement eu la responsabilité d'une autre personne. » Bref, cette jeune fille a permis à Yossi d'atteindre son 19e jour. Mais ce jour-là, Yossi a failli se noyer par 2 fois après que la pire tempête de la décennie ait frappé la région. Il dit qu'il n'arrivait plus à sortir du 2e marais dans lequel il était tombé. Pour le paraphraser, il raconte « Je pensais me suicider. Mais je me suis dit que si je devais me suicider, j'aurais dû le faire dans les premiers jours. Après 19 jours de lutte, il n'y avait aucune chance que je meure. » Yossi a été secouru le lendemain de cette tempête, après près de 3 semaines d'errance dans la jungle amazonienne. En entendant le bruit d'un moteur, Yossi est parti vers la rivière voisine de son campement de fortune et est étonnamment tombé sur Kevin Gale qui était en compagnie d'indigènes. Ils avaient organisé une mission de recherche et de sauvetage dirigée par Abelardo Tudela, surnommé Tico. Cette opération a permis de trouver Yossi 3 jours après le début des recherches, 3 semaines après que Yossi ait disparu et surtout à quelques heures de l'abandon de toutes les recherches. Yossi a passé les 3 mois qui ont suivi son sauvetage dans un hôpital pour se rétablir de ses blessures, qui étaient quand même assez graves, mais Karl et Marcus, quant à eux, n'ont jamais été revus, malgré les tentatives de plusieurs missions de recherche et de sauvetage conduites par Kevin et par Yossi. Ils n'ont jamais été retrouvés et aucun signe de leur passage n'a été observé dans la jungle. La mère de Marcus, qui vivait en Suisse, a cru à l'histoire d'un médium selon laquelle son fils vivait au Pérou. Yossi a accepté d'essayer de le retrouver au Pérou, mais sans succès. Aucune des communautés de la région n'avait jamais vu de gringo y vivre. Marcus et Karl se sont tout simplement évaporés dans la jungle depuis 40 ans déjà. Ce qui leur est arrivé reste un mystère. Karl aurait-il abandonné Marcus à son sort compte tenu de l'infection qu'il avait au pied, puis il se serait lui-même perdu par la suite? C'est une possibilité. Ou bien, sachant que c'était un criminel recherché, il aurait volontairement disparu dans la jungle bolivienne pour se créer une autre vie quelque part ailleurs en Amérique latine? C'est aussi une autre possibilité. Yossi confie dans son livre qu'il pense qu'ils auraient peut-être été tués par la chute d'un arbre lors d'une tempête, ou bien que Karl Rupprechter aurait succombé à un accident et que, vu l'état de Marcus, il n'aurait pas pu sortir vivant tout seul de la jungle. C'est vraiment une malheureuse histoire, surtout pour Karl et Marcus, dont personne ne connaît le sort à ce jour. Mais je trouve que c'est aussi une excellente leçon de vie. Je m'explique. D'abord, ne soyez pas naïfs et ne suivez pas des gens que vous ne connaissez pas. Surtout s'ils vous promettent des choses trop belles pour être vraies. Ne tombez pas dans les pièges 2 fois de suite parce que c'est vraiment con et vous laisserez les gens profiter de vous. Mais la meilleure morale que je trouve pour
conclure cette histoire tragique, c'est ne perdez jamais espoir. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'avoue que j'attends avec impatience de lire vos commentaires. Maintenant, place à l'énigme. La réponse à l'énigme de la semaine dernière est le feu. Pour l'énigme de cette semaine, elle dit « Si tu m'as, tu voudras me partager. Mais si tu me partages, tu me perds. Qui suis-je » Mettez-moi vos réponses dans les commentaires et comme d'habitude, la première personne à me donner la bonne réponse verra son commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire vraie et horrible.